Alors nous sommes vendredi, on est donc 12 Adar et nous sommes arrivés d'Af Mem Zayin de Bava Batra, Mem Zayin. On reprend la quatrième ligne Amad à Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Yohanan nous enseigne Uman en lo hazaka. Comme on a vu dans la Mishnah, donc, un artisan n'a pas de hazaka. C'est-à-dire tu amènes des choses chez un artisan pour te faire confectionner quelque chose. Il ne peut pas dire le lendemain, il me l'a vendu. Ben Uman yesh hazaka. Par contre, le fils d'un artisan, lui, il a une hazaka, c'est pas un problème. La même chose, on a vu Aris en lo hazaka. Un métayer qui travaille dans un terrain, donc il n'y a pas de hazaka, parce qu'il est là comme métayer, et même s'il travaille pendant 3 ans, ça ne marche pas. Ben Aris yesh lo hazaka. Mais le fils d'un métayer, c'est-à-dire lui-même, il n'est pas métayer, c'est son fils seulement. S'il est installé dans un terrain depuis plus de 3 ans, il amène des témoins, donc il a une hazaka, le terrain, il est pour lui. Maintenant, la Gemara continue, Rabbi Hanan, il dit, Gazlan ou ven Gazlan, en lahem hazaka. C'est-à-dire que ce soit le voleur ou le fils d'un voleur, évidemment, ils n'ont pas de hazaka. Mais, ben benosh Gazlan, il a hazaka. Le petit-fils du voleur, lui, il a une hazaka, et la Gemara va nous expliquer pourquoi. D'abord, la Gemara pose une question, c'est-à-dire, pourquoi on fait cette différence entre l'artisan et son fils, le métayer et son fils, le voleur et son fils, ainsi que son petit-fils. Alors, on va dire comme ça, on va dire comme ça, si ils viennent, ça veut dire, ils disent, voilà ce terrain, il est à notre père. Si par exemple l'artisan, il vient, nous on a dit, il vient et dit voilà, cette table elle est à moi. Alors que si quelqu'un lui a donné du bois pour fabriquer la table, on a dit l'artisan on ne le croit pas. Maintenant si le fils de l'artisan il dit cette table c'est mon père qui me l'a fait hériter, ben, c'est sûr que c'est la même chose que son père. Puisque son père on ne le croit pas. Lui non plus on ne le croit pas. La même chose pour le haris. Le métayer, s'il dit le métayer, le fils du métayer, il dit voilà, ce terrain c'est mon père qui me l'a fait hériter. Or, puisque son père on ne le croit pas, donc lui non plus on ne le croit pas, pourquoi tu veux qu'on le croit? Maintenant il dit, maintenant il dit, si ils ne viennent pas par l'argumentation de leur père, c'est-à-dire ils ne disent pas c'est mon père qui me l'a donné. Comme le fils de l'artisan, on le croit, il dit c'est à moi. Le fils de métayer aussi, il dit c'est à moi, on le croit. Mais alors, on m'a dit pourquoi alors le fils du voleur, on ne le croit pas? Si son père il est voleur, lui, il n'est pas voleur. Quelqu'un, il est sur un terrain. S'il est voleur, on ne va pas le croire, même s'il reste 4-5 ans. Mais après, quand le fils du voleur, lui, il n'est pas voleur. S'il dit c'est un terrain que j'ai acheté, et qu'il est resté 3 ans, il n'y a aucune raison que tu ne le crois pas. Pourquoi on fait de différence entre le voleur et tu dis qu'on ne le croit pas, mais son fils aussi on ne le croit pas. Si c'est un fils qui est honnête et qui vient par son propre argumentation, il n'y a aucune raison. Surtout s'il a un shtar. Non, on ne parle pas de shtar ici. Je dis surtout. Ah, c'est évident. Quand on a un shtar, il n'y a pas de souci. On va voir que c'est pas évident, c'est aussi évident que ça. Alors la Gemara dit, elle répond, la slicha. En vérité, la Gemara dit, ici, en vérité, on dit comme ça. On a besoin, c'est-à-dire que tous ces enfants-là, ils viennent par l'argumentation comme quoi c'est de leur père. Alors pourquoi on fait la différence entre le fils de l'artisan et l'artisan lui-même? Il dit en fait ici, c'est quoi le réunion? C'est que le monsieur, il dit, il a 2 témoins. Et des témoins, ils disent, 2 témoins, ils disent, voilà, devant nous, ce monsieur, il a avoué qu'il a vendu à leur père. C'est-à-dire que le fils de l'artisan, voilà, le fils de l'artisan, l'agma va expliquer. Hinar et kalimah koshtach amri. Hay afagab deudina mila meheman. Kedrav kahana. Elle m'a dit comme ça. Prenons le cas de l'artisan. Nous on a dit l'artisan, on ne le croit pas. Maintenant le fils de l'artisan, qu'est-ce qu'il dit? Le fils de l'artisan, il dit, cette table, elle est à moi. Quand ça dit, elle est à moi,
C'est quoi le problème? C'est qu'il y avait un monsieur lui dit, monsieur, mais cette table, c'est moi qui t'ai donné le bois pour la confectionner. Or lui, c'est pas un artisan, c'est le fils de l'artisan. L'artisan dit non, elle est à moi la table. Et donc il va dire, c'est mon père qui me l'a fait hériter. Mais il amène des témoins, lui, ce fils d'artisan, des témoins comme quoi? Ce monsieur qui est en train de prétendre que la table elle est à lui. Les témoins ils disent, nous on témoigne, on reconnaît que ce monsieur, Rodalo, le monsieur qui est en train de rouspéter, il a avoué devant nous comme quoi il a vendu cette table à son père. Donc s'il a avoué qu'il a vendu sa table à son père, donc automatiquement le fils ça lui appartient. La même chose pour le métayer. Le monsieur, le fils de métayer, il avoue que cette terre-là, le rouspéteur qui est en train de réclamer, il amène des témoins, comme quoi ce rouspéteur, il a vendu ce terrain, donc il n'y a pas de problème. Alors pourquoi ça ne marche pas pour le voleur? Le fils de voleur, il amène par exemple 2 témoins, comme quoi les 2 témoins vont témoigner que le rouspéteur a vendu le terrain au voleur, le père. Alors pourquoi ça ne marcherait pas? Il dit non. Alors le fils du métayer et le fils de l'artisan, on y croit. Mais le voleur, on ne le croit pas. Pourquoi? Il dit parce que c'est comme Rav Kahana. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Kahana? Rav Kahana, il dit comme ça. Même si un voleur, il amène des témoins, comme quoi le monsieur qui vient prétendre que ce terrain est à lui, il lui a vendu ce terrain, on ne croit pas. Même avec 2 témoins. Pourquoi? Il dit parce que peut-être que le voleur, il a menacé le vendeur de lui vendre, sinon il va le vendre aux autorités, et donc du coup l'autre, en fait, il n'a pas vendu, il lui a comme Rav Kahana dit comme ça, s'il n'avoue pas, il va monter il prend lui, il sait bien, il va le donner au roi. Donc c'est pour ça que le métayer et l'artisan, leurs fils, on les croit quand ils amènent des témoins comme quoi le monsieur il a bien vendu le bien au métayer ou à l'artisan, mais au voleur on ne le croit pas, parce que même s'il amène des témoins, ces témoins, c'est pas qu'ils sont faux, ils sont vrais, mais en fait ils ont témoigné d'une réalité qui n'existe pas. Parce que l'autre il a menacé, le voleur il a menacé l'autre de lui laisser le terrain. Amar Rava, il vient Rava et dit, Pe'amim, Shafelo ben Beno Shegazanami en lo hazaka. Moi, on dit comme ça. Rava, il dit, nous on a dit, le voleur, on ne croit pas, le fils du voleur, on ne croit pas, mais le petit-fils du voleur, on le croit. Il vient maintenant, il dit que des fois, même le petit-fils du voleur, on ne le croit pas. Pourquoi tu ne le crois pas? Il dit, parce que tout simplement, Héridami, il dit, s'il dit, je l'ai hérité de mon grand-père, comme son grand-père c'est un voleur, et comme lui on ne croit pas le voleur, on a dit pour la même raison que les témoins ils peuvent donc être témoignés qu'il s'agit d'une reconnaissance mais qui était sous la menace, et donc ça ne marche pas, alors là aussi ça ne marcherait pas. Alors le m'a dit, comment on définit un voleur? D'accord, qu'on a dit il n'y a pas de hazaka. Amar Rabbi Yochanan, qui rend sur hazaka sa déso, Rabbi Yochanan il dit, tout simplement, quand tout le monde sait que ce monsieur, ce fameux X, il a volé ce terrain. Ça veut dire quoi quand on dit ça? Ça veut dire que ce terrain, il est volé. Mais ça ne veut pas dire que les autres aussi. Ça, c'est une définition que Rava donne. Mais, ça c'est Rabbi Yochanan, pardon. Rav Hazda dit qu'est-ce qu'on appelle un voleur et qu'on ne croit pas. C'est pas n'importe qui. C'est pas, même si quelqu'un il a volé un terrain, ça s'appelle pas un voleur forcément. Il dit c'est uniquement une famille que lui, Rav Hazda, connaissait à son époque, que eux, tout simplement, ils tuaient les gens pour des problèmes d'argent. C'est-à-dire donc en fait tout ce qu'ils possèdent, c'est du vol qu'ils ont pris chez les gens parce que les autres ils ont peur de ne pas leur laisser, sinon ils vont les tuer. C'est ça qu'on appelle un voleur et qu'on ne croit pas. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Uman en lo hazaka. On a dit donc dans la Mishnah, comme on a vu, un artisan, il n'a pas de hazaka. Tu amènes quelque chose à confectionner chez un artisan, après il te dit, mais et tu me l'as vendu, ça ne marche pas. Mais la Gemara dit, Yarad me umanoto, yesh lo hazaka. Si maintenant, il n'est plus artisan, il a arrêté de travailler,
et après il vient et te dit voilà, ça tu me l'as foutu, alors dans ces cas-là, il reprend la hazaka comme tout le monde. La même chose, il dit Alis et le hazaka. Il y a l'adma Alis et le hazaka. Un métayer, quand il est sur un terrain, il prétend que ça fait 3 ans qu'il est là, et donc on dit, et on ne donne pas de hazaka parce qu'un métayer c'est un métayer, mais s'il n'est plus métayer, d'accord, dans ces cas-là, il peut prétendre sur un terrain qu'il est le sien après 3 ans, il n'y a aucun problème. Pour ne plus être métayer, il suffit de ne plus travailler pour quelqu'un avec l'autre. Voilà, exactement. Ben shehalak, ve'isha shenedgar shahadihin kesh'al kol adam. Alors, il faut se rappeler, dans la Mishnah, nous on a vu comme ça, on a vu que en la isha hazaka ben aseba. Vous vous rappelez, on a dit qu'une femme, par exemple, quand elle s'occupe d'un terrain de son mari, elle ne peut pas dire le lendemain c'est à moi. Ben, si elle s'occupe de son mari, c'est normal. On ne peut pas s'accaparer les biens de son mari, ni d'ailleurs le fils avec le père. Le père il donne à son fils, le fils il donne au père, ben, ça travaille ensemble, donc il ne peut pas dire le lendemain mon père me l'a fondu. C'est pas, tu es avec ton père, c'est à ton père. Maintenant il dit, ben shehalak, c'est-à-dire si tu prends un enfant qui, par exemple, il s'est marié, il a quitté ses parents, il vit tout seul, il n'est plus à la charge de ses parents. Si maintenant il a un terrain, il prétend que c'est à lui le terrain, s'il amène des témoins comme quoi ça fait 3 ans qu'il est là-dessus et qu'il travaille, alors c'est à lui pour de bon. La même chose, une femme divorcée, il cherche une garcha, ben, tu ne peux pas dire que c'est son mari qui la laisse travailler pendant 3 ans. Ben, si elle est divorcée, forcément c'est que ça ne va pas et que le mari ne va pas lui laisser des biens pour travailler dedans. Donc si elle amène des témoins comme quoi elle a travaillé pendant 3 ans dans un terrain, alors qu'elle est divorcée, c'est évident que c'est à elle. C'est une hazaka normale. Alors bien le Mara nous dit Bishlama ben shahalak estadikh. La Mara dit le cas de l'enfant que tu m'as dit, je comprends que tu as besoin de me l'enseigner. C'est-à-dire un enfant qui s'est marié, qui a quitté son père et qui dispose encore d'un terrain, après 3 ans il dit que c'est à lui. Bon, j'aurais pu penser que finalement peut-être qu'on ne lui donne pas l'enfant. Il y a beaucoup de parents qui laissent des affaires à leurs enfants même s'ils sont mariés pour qu'ils puissent vivre, etc., etc. Donc j'aurais pu penser que même si l'enfant il te dit voilà, ça fait 3 ans que je suis là, on ne croit pas. Mais non, les haramim ici nous apprennent que non, ça marche quand même. On ne dit pas ça. Un enfant qui ne vit plus chez ses parents, qui donc dispose d'un terrain et qui a travaillé pendant 3 ans sans que personne ne dise rien du tout, il a des témoins pour ça, il est à lui. Donc ça, tu me l'apprends parce que c'est hidouche. On aurait pu penser que non. Alors on te dit non, ça marche. Mais elle là, et cherche un gars, ça pchit. Alors moi, dit, attends, mais une femme divorcée, tu m'as dit une femme divorcée à l'intérêt pendant 3 ans, elle est à elle. C'est évident. Qu'est-ce que tu pourrais penser? Que son mari lui laisse un terrain? Et s'ils sont divorcés, c'est qu'il y a un problème, non? Il y a un certain temps. Un monsieur, il divorce, il laisse à sa femme 3 ans en terrain. Et pourquoi pas? Pardon? Et le guet. Quand on divorce, c'est que ça va pas. Pas nécessairement. Ah, je suis désolé, pourquoi on divorce dans ces cas-là? Il aurait pu l'avoir avant le mariage, sa femme. Non, Alors, je répète. Là, on est dans un bien du mari. C'est pas le bien de la femme, parce que sinon, là, on a dit la femme, mais oui, si on dit la femme elle a hazaka dans les biens de son mari, ou le mari a hazaka dans les biens de sa femme, c'est que le bien il n'est pas à elle, mais comme elle travaille dedans, on aurait pu penser que c'est à elle quand elle est mariée. On te dit non, quand elle est mariée, tout est aux deux. Ça marche pas. Non, ça veut dire que le fond il est à elle, mais quand elle travaille, elle ne peut pas prétendre il me l'a fondu, ça marche pas comme ça. Mais si elle est divorcée, ça va de soi. Quand on divorce, c'est que ça va pas. Et donc si on ne sait pas, c'est qu'on rend les relations. C'est comme ça, sinon... S'il veut laisser un moyen de subsistance... Ah ben quand on divorce, on ne laisse pas un moyen de subsistance, je suis désolé. Le guet, si c'est le guet, elle a écrit sur le guet. Ça existe pourtant. Comment ça? On appelle ça le... Quoi, l'Aktuba? L'Aktuba. L'Aktuba, c'est pas c'est pas un bien pour vivre. L'Aktuba, c'est une indemnisation. On sort ce qui a marqué dans l'Aktuba. Tu peux pas dire le bien, il est à moi, et je la laisse vivre avec ce bien. C'est pas possible, ça. Ça marche pas comme ça. S'il est consentant. Encore une fois, quand on divorce, c'est qu'on ne s'entend pas. Si on ne s'entend pas, on ne va pas faire du cadeau à l'autre. Par définition, c'est ça. J'allais dire bêtement, la charité chrétienne, ça existe. Alors, l'Agma a dit donc, pshita, c'est évident. D'accord, qu'est-ce que tu m'enseignes? Il dit non, là, j'ai quand même besoin de te l'enseigner. Pourquoi? Bimroreshet, Vienameroleshet. Il dit, il dit là, ici on parle d'un cas où il y a, le monsieur il a donné un guet à sa femme. Seulement, il y a un souci. C'est que
on est dans un safek de get. Un safek get. Pourquoi? Il dit par exemple ici, il lui a donné son get, il lui a lancé le get, mais il était juste à mi-chemin entre lui et elle. Et donc, quand le get, il n'est pas vraiment dans la propriété de la femme elle n'est pas divorcée. Et comme lui, non plus, on ne sait pas est-ce qu'il a été, oui ou non, dans la propriété de sa femme, dans ces cas-là, on est dans un safek get. C'est ce qu'on appelle divorcé et non divorcé. Elle a un statut encore mitigé. Mais lui, il n'est pas en safek quand même. Lui aussi, lui, on s'en fout. Il peut prendre une deuxième femme, c'est pas un problème. S'il veut le récupérer, si pour lui il est divorcé, il va vouloir le récupérer. Oui, mais le problème n'est pas là. La femme, elle est dans un terrain, elle travaille depuis 3 ans. Elle vient et dit, c'est à moi. On dit, bah, toi, c'est évident si elle est divorcée. Elle dit, non, ici, elle n'est pas encore divorcée. Alors, c'est pour ça que malgré tout, je t'enseigne que c'est à elle. Pourquoi? Tous les cas où il y a un safek dans le guet et que la femme allait oui ou non divorcée, on ne sait pas. Le mari se doit de la nourrir. Comprenez? Si elle est encore dans un cas où il y a un safek, normalement quand un homme il divorce de sa femme, il n'a plus le devoir de nourrir sa femme. C'est normal. De nourrir sa femme, c'est quand il est marié. S'il la divorce, c'est terminé. Maintenant, on te dit, donc si c'est un safek, on est dans un cas où le mari doit subvenir au besoin donc de nourrir sa femme, tant qu'elle n'est pas définitivement divorcée. Alors, ici, on aurait pu penser, si la femme a un terrain et elle mange dedans, puisqu'elle est divorcée, non divorcée, peut-être que son mari, il lui a laissé ça pour manger, justement. Alors on te dit non. C'est ce qu'on t'apprend. Non. C'est que quand une femme elle est 3 ans dans un terrain, elle peut prétendre, donc s'accaparer ce terrain par la hazaka, la définition de la hazaka normale. C'est ce qu'on devait apprendre. Il dit pourquoi? Parce qu'en général, même quand on dit comme ça, il doit la nourrir, encore une fois, quand un homme divorce et qu'il ne s'entend pas avec sa femme et qu'il y a un problème, alors il ne va pas lui donner sa subsistance comme ça, à l'aise. Au contraire, il est serré au maximum pour lui donner le minimum. C'est normal, c'est comme ça. Les 2 cas existent. Pourquoi seulement celui-là? Ça n'existe pas, les 2 cas. De façon normale, quand on divorce, encore une fois, on divorce pour ne pas mésentente, et donc on n'est pas content l'un de l'autre, et donc il n'y a que des histoires, et il faut se séparer au maximum. Un minimum vital quand même. Ouais, minimum justement, mais pas un terrain pour vivre. Un minimum, pas un terrain pour vivre. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Amar lehuna, kulan. Tout cela, c'est-à-dire tout ce qu'on a cité tout à l'heure, l'artisan, le métayer, d'accord? Qu'on a dit que normalement ils n'ont pas de hazaka, d'accord? Quand ils sont 3 ans là-bas ou autre chose. Chez Kulan, chez Veoraya, Re'iyatan, Re'aya, Omaramidin, Sade, Beyadan. Il dit, tous ces gens-là, donc, s'ils amènent une preuve, c'est-à-dire soit un shtar, soit 2 témoins comme quoi ils ont bien acheté ce bien, dans ces cas-là, évidemment, on les croit. Si les témoins, et c'est des bons témoins, il est un shtar, un vrai shtar, évidemment on les croit, et ils gardent le terrain, ça va de soi. Mais la Gemara dit, Gazlan, shehevi re'aya, en ra'ayato re'aya, ve'en ma'amidin sadeh biyado. Mais maintenant, un voleur, qui est donc sur un terrain, on a dit, quand il prétend, ça fait 3 ans qu'il est là-dessus, il travaille, on ne donne pas de hazaka. Mais la Gemara dit, même s'il amène un shtar, même s'il amène des témoins, eh bien, l'ashtar, pour un voleur, ce n'est pas une preuve, et on ne lui laisse pas le terrain. La Gemara dit, Ma'aka mashmanan, Tanina, qu'est-ce que tu m'apprends? Cette notion-là, on la connaît déjà. Parce que c'est marqué comme ça dans Masad Gitin là-bas. Laqah misiqriqon, v'hazab laqah meba'al bayit, mikho batel. C'est marqué là-bas comme ça. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Avant, il y avait, quand les Israël étaient un petit peu dominés et même écrasés, il y avait des goïms qui venaient les menacer. Ou tu me donnes le terrain ou je te tue. C'est ça ce qu'on appelle siqriqon. D'accord? Alors, donc les goïms, ils se prenaient des terrains. Après, la Gemara dit là-bas, si un juif, il vient, il achète un terrain chez ce monsieur, chez ce voleur. D'accord? La Gemara siqriqon. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le propriétaire vrai, réel de ce terrain. Il lui dit, tu me vends ce terrain. Il lui paye.
2 fois. En général, quand voit il le achète voleur. chez le voleur, il achète, je crois, beaucoup moins cher, évidemment, parce que lui, il veut se débarrasser. Et il donne un petit peu, parce que l'autre, de toute façon, il n'a pas le terrain. Alors, la Gemara dit là-bas, mikho batel. La vente, elle est nulle. Évidemment, pourquoi elle est nulle? Parce que l'autre, quand il a le propriétaire réel, s'il a accepté de lui vendre, alors que lui-même il a donné le terrain à un voleur, on va dire plus qu'un voleur, à un brigand, voilà, ça veut dire qu'en fait il n'a pas envie de vendre. Stam, il a fait ça parce qu'il a peur que le voleur il vienne et le tue. Alors c'est pour ça qu'on dit que si on achète dans ces cas-là, la vente elle est nulle. D'accord? Et donc chez nous aussi c'est pareil. C'est-à-dire dans tous les cas où il y a possibilité de menace, ok, alors on ne croit pas. Donc c'est pour ça que l'Agma a dit, chez nous aussi, quand tu m'as dit, voilà, si le voleur, il amène une preuve que le propriétaire réel, il lui a vendu, d'accord, on ne va pas le croire. Pourquoi? Parce que peut-être que c'était sous la menace, comme on a vu là-bas. Donc pourquoi tu m'apprends ça, Ravona? Alors l'Agma répond, elle dit oui, Ravona, il veut la apouké medrav. C'est pour exclure l'idée de Rav. C'est ce qu'il a dit Rav? De Amar Rav, lo shanu illa de Amar lelech hazik ukhne. Aval bishtar, qana, qamash ma'ana ki de Shmuel, de Amar abishtar nemi lo qana asik de Bachat Nechassim. Il dit comme ça. Il dit, en fait, c'est vrai que Ravona, il vient nous enseigner quelque chose qu'on connaît, mais en fait, c'est pas tout à fait on connaît, parce qu'il vient à Ravona insister pour dire qu'on n'a pas comme Rav. Rav dit comme ça. Lo shanu, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit que celui qui achète, donc dans la Gemara de Gittin, si on achète un terrain chez un sikrikon, donc un voleur sous menace, et après on achète chez le propriétaire, on a dit la vente elle est nulle, seulement quand il lui a dit, Rav il a dit comme ça, seulement quand le propriétaire il lui dit, par exemple le propriétaire, le vrai, le réel, il dit, d'accord, je te vends, vas-y, devant 2 témoins, il dit, vas-y, tu peux prendre le terrain. Ça, la vente elle est nulle. Mais Rav il dit comme ça, aval bishtar, mais s'il fait un shtar, alors l'acquisition elle est vraie. Et c'est pour ça que Ravona il a dit, non, on ne fait pas comme ça. On n'est pas d'accord avec Rav. Et la vente, c'est-à-dire l'achat chez le voleur, il est bon. Non, mais justement, lui, pourquoi il vient racheter chez le premier propriétaire? Pour confirmer. J'ai bien compris, mais que devient le futur de l'achat chez le voleur? Ben, rien du tout, puisque lui, il veut le racheter chez le propriétaire justement pour légaliser, entre parenthèses, ça. D'accord? Alors c'est pour ça que, comme Ravi dit, quand est-ce qu'on a dit ça marche pas, c'est uniquement quand il dit devant 2 témoins, d'accord, je te vends, vas-y, prends possession du terrain. Mais si c'est avec un shtar, le premier propriétaire, donc le vrai propriétaire, il le vend avec un shtar, Ravi dit ça marche. Il vient Ravona et dit non, on n'est pas d'accord avec cette idée-là, que même avec un shtar, ça ne marche pas. Parce qu'encore une fois, il a fait sous la menace. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit, Ravuna, quand il vient te donner cet enseignement, il vient te dire, nous on n'a pas comme Rav, mais on a comme Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? De Amar, Af Bishtar Nami, Lo Kana. Que même avec un shtar, ça ne marche pas. Mais Shmuel il rajoute, Ad, Shirtov, Ahalayut Nechassim. Dans le deuxième temps, il n'est pas obligé de vendre ou de ne pas vendre. Justement, il est sous la menace de l'autre parce qu'il ne lui vend pas. S'il ne lui vend pas, le voleur, il ne va pas pouvoir, on va dire comme ça, il va voir que l'autre, voilà, confirmer sa vente. Alors donc il va venir et retourner chez lui. D'accord? Et donc, jusqu'à ce que Shmuel dit donc, quand on achète chez un propriétaire, après avoir acheté chez le voleur, même avec un shtar, ça ne marche pas, sauf si on fait Ahadayut Nechassim. Si le propriétaire, il lui écrit, voilà, je te vends ce terrain, et si on te le prend, je te compense par ailleurs, c'est la garantie en fait d'un achat. Dans ces cas-là, même Shmuel il est d'accord que la vente du premier propriétaire, elle est aussi valable. Maintenant, l'Agma nous dit, Rabbi Bibi, il a donc continué pour conclure dans cette affaire-là, de cette histoire de vente de terrain. Mais chez Rav Nachman, donc à propos du voleur, justement, quand on a dit que le voleur, quand il amène des preuves, on ne croit pas, d'accord?
Il a dit au nom de Rav Nachman, Karka ello, aval ma'ot yeshlo. C'est-à-dire, quand nous on a dit comme ça, le voleur, il prétend avoir acheté ce terrain chez un monsieur. Nous on dit, monsieur, au voleur, les témoins que tu amènes, le shtar que tu amènes, ils sont nuls. Donc la terre ne t'appartient pas. Il vient à Rabbi, il dit au nom de Rav Nachman, d'accord, Karka ello, c'est vrai, on ne lui laisse pas le terrain, mais ma'ot yeshlo. C'est-à-dire, si le voleur, il a vraiment payé le monsieur, il lui a pris le terrain, mais il lui a donné une petite somme. Il dit, voilà, écoute, je te donne quand même un peu d'argent. Il a le droit de récupérer son argent. D'accord? C'est ce qu'il dit. Quand on a dit qu'un gazlan qui dit, j'ai une preuve, j'ai acheté ce terrain, nous on a dit, on ne croit pas. Parce que s'il a acheté, peut-être qu'il a fait sous la menace. Très bien, on ne lui donne pas le terrain, c'est vrai. Mais s'il a payé une certaine somme d'argent, alors là, on a du rang. Ça exclut la notion de menace, s'il lui donne de l'argent. Non, des fois on peut menacer quelqu'un, dire écoute, voilà, je te donne un peu d'argent, tais-toi, sinon ça. C'est une façon d'un petit peu camoufler les choses. Seulement, Nagma a dit quand même une petite nuance. Medva de Mamonim, quand est-ce qu'on lui rend son argent? Chez Amno Aidim Befaneno Manalo. Aval Amno Aidim Befaneno Hodalo, là. Nagma a dit comme ça. Quand on a dit maintenant, le voleur, on lui rend l'argent, seulement s'il amène des témoins, comme quoi, et des témoins, ils disent, devant nous, il lui a donné l'argent. Mais s'il amène des témoins, comme quoi, Hodal, le propriétaire, il avoue, devant deux témoins, c'est vrai, il m'a donné 10 000 euros, c'est vrai, même ça, on ne le croit pas. Parce que peut-être qu'il a fait cet aveu par menace aussi. Donc, quand est-ce qu'on croit le témoin pour lui rendre son argent? Seulement si les témoins, ils ont vu transfert d'argent. Ils ont vu donc le passage d'argent de l'un vers l'autre. Mais s'ils témoignent juste que l'autre, il dit, oui, c'est vrai, il m'a donné 10 000 euros, il faut que je le rende, parce que, etc. Même ça, la Gemara a dit, on ne le croit pas. Autre cas de figure. Je disais, autre cas de figure. Imaginons que le vrai propriétaire ne veuille pas vendre et que l'autre l'a menacé, mais qui lui a payé le vrai prix du terrain. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ça après. Juste après, on va voir ça. La Gemara dit que, donc on a dit que si le vendeur, il dit les témoins ils disent devant nous, il a reconnu avoir reçu la somme, ça ne marche pas. Pourquoi? La Gemara dit que comme on a dit, nous, parce qu'on a dit la même chose sur la menace. Si le vendeur il n'accepte pas ça, l'autre il peut le menacer, l'amener ses biens donc dans les autorités. C'est pour ça que la seule façon de pouvoir rendre l'argent au voleur, c'est quand on a deux témoins qui disent on a vu qu'il a donné l'argent à l'autre, donc là on lui rend. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Tlayuhu vezavin zvine zvine. Maïtama, kol de masbin, ene shelav de anis lahava masbin. Pas falloir zvine zvine. La Gemara dit comme ça. Si on menace quelqu'un, on le menace et il vend. La vente, elle est bonne. On le menace et il vend. La vente, elle est bonne. Il dit pourquoi? Bon, on parle d'un cas où il a payé le prix, comme vous dites maintenant, d'accord? C'est votre cas. Pourquoi? Il dit parce que de toute façon, quand on vend un terrain, c'est parce qu'on est un petit peu forcé. Mais on ne vend pas un terrain. Si on vend un terrain, c'est parce qu'on a besoin de manger ou autre chose. Donc on a un petit souci, on a une petite, on va dire, force. Pas force majeure, mais bon, on a un cas de honnête, on appelle ça honnête, c'est-à-dire, on est coincé, voilà, comme ça, on est coincé, et donc j'ai vendu, et la vente elle est bonne. Ben là aussi, je suis coincé par quelqu'un, d'accord, et je vends. Donc c'est pour ça que Ravuna dit, quand on menace quelqu'un et qu'il vend, alors la vente elle est légalisée. Alors, la Gemara pose une question, Bidilma, Shani, on s'ade nafshim, on s'ade ahdini. On va dire, attends, mais tu ne peux pas comparer. Le cas où un homme, il est coincé, entre parenthèses, personnellement, parce qu'il a des problèmes de difficultés financières personnelles, ou quelqu'un qui le menace, c'est pas la même chose. Comment tu peux me dire que c'est pareil, la vente elle est bonne? Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la moelle répond, elle là qui détenait. Tu sais pourquoi on a dit que quand on menace quelqu'un de vendre, il vend, ça marche? C'est parce qu'on a une braïta, il y a marqué dans la Torah à propos des korbanot,
le passage dit comme ça, Im'ala qadbano min habakar, Zachar tamim yaqribenu, et Pétaran Moïd yaqriv auto de son œuf Hashem. Si un homme il va porter un korban en au Beth Amikdash, il y a marqué il l'amène, et la Torah le répète deux fois, yaqrivenu, yaqriv auto. Alors comment ça se fait, une fois il y a marqué yaqrivenu, après tu répètes une deuxième fois, il dit, mais la med, chez Kofin auto. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait un vœu, d'accord, un vœu de donner un korban, on oblige à payer son korban. C'est-à-dire que s'il ne veut pas, on le force. Alors on m'a dit, pourquoi yachriv auto, yachol bi'an korhot, on me demande de nom. Alors mais comment, tu vas obliger quelqu'un à porter un korban, c'est pas possible. Il dit oui, on l'oblige pour qu'il veuille faire. On oblige qu'il veuille faire ça. Parce que comme il a fait un vœu, donc il a une dette vis-à-vis de Beth Amikdash, donc on le force à accomplir sa volonté, on va dire comme ça. C'est pour ça qu'il y a Yakriv Auto. Haketsan, Kofinoto, on m'a dit voilà, on l'oblige, qu'est-ce qu'il dit? Oui, oui, je veux, oui, je veux. On le force, on le frappe, qu'est-ce qu'il dit? Oui, oui, je veux, et il amène son korban. Donc là aussi c'est pareil, c'est pour ça qu'on dit que chez nous aussi c'est pareil. Tu forces quelqu'un à vendre, il vend, alors c'est bon. Mais c'est envers Hachem, là. Hein? C'est envers Hachem. Donc moi je pose une question. On m'a dit, qu'est-ce que tu compares? Là-bas, tu l'obliges parce que comme il a fait un aide, il a besoin de se faire pardonner son aide. Il y a donc une kapara, le korban, il expie les fautes, etc., etc. Mais là, ça n'a rien à voir. Comment, tu me compares le korbanot avec une vente d'un terrain. C'est deux choses différentes. Alors, le Gemara ramène un autre cas. Il dit, Ve'ela mesefa. Il dit, voilà, c'est marqué dans la sefa là-bas. Ve'chen ata omed bigite nashim. Kofinoto hachoma l'océanie. La Gemara dit, mais peut-être que, voilà, on prend le cas des guettes. Quelqu'un qui ne veut pas donner un guet à sa femme. Et que les Dayanim, ils estiment qu'il doit donner son guet. Ben, on l'oblige à donner. Kofin auto, on l'oblige. Et comme on ne peut pas donner un guet par force. Alors on l'oblige, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, je veux donner. Donc, on le frappe, jusqu'à ce qu'il dit, oui, je veux. Pour libérer la femme, ça. Absolument. Et alors? Donc c'est pour ça que la Gemara a dit, voilà la même chose, tu l'obliges à dire oui je veux, là aussi il l'oblige à vendre, il vend, alors ça marche. Alors la Gemara, elle réfute, elle dit mais attends, c'est pas du tout la même chose, pourquoi? La Gemara dit c'est pas pareil, là-bas pour le guet, c'est les Hachamim qui ont dit il faut donner le guet à sa femme quand les Hachamim estiment qu'il faut le donner, et donc tu es en train de faire une mitzvah, mais vendre un terrain, je suis pas en train de faire ça, quelqu'un il me menace de vendre mon terrain, j'ai pas envie, donc comment tu peux comparer les deux, ça n'a rien à voir. Et là, l'Agma répond, tu sais quoi, pourquoi on accepte donc cette idée que quand on force quelqu'un à vendre un terrain, il le vend. Donc le terrain, il est vendu. Svarahou. C'est uniquement une question de logique. Agab, on sait, on a dit, le monsieur, Agab, on sait, il a été forcé, il a été menacé, c'est vrai. Mais comme après, on lui donne l'argent quand même, le prix réel du terrain. Alors, Gaman Omokne, c'est qu'il dans son cœur, il accepte de vendre. Si je refuse l'argent, Ben, tant qu'on ne prenait pas l'argent, ça ne marche pas. Nous, quand on a parlé, on a dit ici, c'est qu'on l'a menacé. Et il a vendu, c'est-à-dire qu'il a vendu, c'est-à-dire qu'il a pris l'argent. C'est plus fort que convaincre ça. Parce que si c'est pas convaincre. C'est pas convaincre. Non, c'est pas convaincre. On parle de quelqu'un qui, écoute, voilà, je t'oblige à vendre. D'accord. On verra ça après.